Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du futur, je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, on ouvre comme toujours avec notre focus, parce que bien utiliser les écrans, ça s'apprend en famille. Et au jour le jour, le Clémy vous propose un nouvel épisode de sa série La famille tout écran. Et puis quand elle est sur ce plateau, vous le savez, elle ne vient jamais sans une idée derrière la tech. C'est Ethanit Belaïch, bonjour. Bonjour Lisa. De quoi est-ce que vous nous parlez aujourd'hui ? Je vais vous parler de la nouvelle version des véganes, j'ai nommé les véganes de l'intelligence artificielle. Et quant à notre sujet du jour, on va parler de révision ultra personnalisée avec l'intelligence artificielle, avec une innovation qui entend transformer n'importe quel cours en un parcours de révision clair, personnalisé et surtout fiable. C'est ce que propose Nomad IA. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Métro-Feujas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice et CEO de Nomad Éducation. On va en parler dans un instant, mais d'abord, place au focus. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique dans les foyers. C'est avec le Clémy et sa série La famille tout écran. On se retrouve tout de suite après votre nouvel épisode. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Raconte-nous. Quelqu'un a publié une photo de moi sur Insta pendant que j'embrassais mon petit copain. Mais ça se fait pas, ça! Mais c'est clair. Surtout que je voulais pas que ça se sache. Raté, la photo a déjà été partagée 50 fois. Chez nous, on se laisse pas faire. Chez nous, on agit. Bon, tu proposes quoi? On détague. Ça empêche pas la photo de circuler, mais c'est une première étape pour que tes amis aient moins de chances de tomber dessus. Bonne idée. C'est fait. Ensuite, on trouve qui a publié la photo. Mais en plus, je le connais. C'est Franck, un gars avec qui j'ai pas voulu sortir. Je lui envoie un texto maintenant parce que c'est abusé. Il a répondu. Je suis désolée, j'ai retiré la photo. Pardon. Tu me feras penser à vérifier que personne n'a posté la vidéo du pot de départ de Jacqueline. Celle où tu chantes Tata Yo-Yo avec ton grand chapeau? Espérons. Il est facile sur les réseaux sociaux de poster des photos ou des vidéos de vous sans votre accord, et même de manière anonyme, cachée derrière des pseudos. Il faut être très vigilant, car cela peut aussi être le point de départ du cyberharcèlement. Les plateformes de réseaux sociaux ont mis en place des moyens pour signaler toute publication gênante. Je pense qu'on devrait même te signaler pour crime contre l'humanité avec une voix pareille. À ce point-là ? Dans un contexte où l'on parle de plus en plus d'intelligence artificielle à l'école, entre promesses et inquiétudes, une question demeure. Ces outils peuvent-ils réellement aider les élèves à mieux réviser et surtout, comment garantir qu'ils restent fiables? Pour en parler, nous recevons Nomad Éducation qui dévoile sa nouvelle IA de révision, Nomad IA, que je vous invite à découvrir sans plus tarder dans la première partie du talk. Et pour ce faire, nous recevons aujourd'hui en plateau Caroline Métro-Feujas, fondatrice et CEO de Nomad Éducation. Alors, bien évidemment, on a reçu plusieurs fois Nomad Éducation ici même dans l'École du futur. Mais pour ceux qui nous rejoindraient pour la première fois aujourd'hui, est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots ce qu'est Nomad Éducation ? Nomad Éducation, c'est un projet pour la jeunesse, donc bien au-delà d'une IA éducative. C'est 10 millions de jeunes accompagnés dans 30 pays grâce à une application mobile qui a décliné tous les programmes du primaire, du collège, du lycée et du supérieur sous forme de quiz, de mini-cours et de parcours d'apprentissage. Un mélange de Duolingo et de Strava pour redonner confiance et plaisir d'apprendre à tous nos enfants, d'où qu'ils viennent et où qu'ils aillent. Bon, alors aujourd'hui, vous sortez un outil d'IA, Nomad IA. Alors pareil, est-ce qu'on peut en avoir quelques mots peut-être ? Oui, Nomad, c'est 400 professeurs qui contribuent à la construction des contenus, mais on ne pouvait pas passer à côté de l'IA, sinon c'était disparaître. 88% des élèves aujourd'hui utilisent l'IA et souvent n'importe comment. Donc la question n'est pas de se poser est-ce qu'il faut l'utiliser. Évidemment, le monde de demain sera numérique, mais comment est développé l'esprit critique? Donc on a créé une IA cadrée par nos professeurs qui permet à partir d'une photo, d'une question, dans le cadre et le respect des programmes scolaires, de décliner un programme sur mesure pour chaque élève en fonction de son niveau et de ce qu'il veut apprendre pour le lendemain matin ou pour le baccalauréat. Bon, alors justement, on va rentrer dans le détail du fonctionnement de cet outil. Un élève, donc, vous l'avez dit, prend son cours en photo et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez nous décrire un
peu ce qui se lance dans l'application? Alors, ce qui se passe déjà, c'est qu'on va le confronter au contenu du ministère de l'Éducation nationale. Parce que l'IA, ça peut être très contre-productif, nous emmener n'importe où. Vous pouvez tester les fractions et vous retrouver en licence de maths. Autant dire que l'élève qui passe son brevet, ça ne va pas l'aider. Première chose. Deuxième point, une fois qu'on a cadré, qu'on a vérifié, qu'on a évité l'hallucination, si risquée pour les élèves, on développe un contenu interactif, des quiz pour apprendre, tout ce qui est par cœur, des flashcards, des mini-fiches qu'on va pouvoir imprimer pour que véritablement permettre à l'élève d'obtenir le résultat qu'il veut à l'évaluation qui va arriver, par exemple. Donc finalement, ça rejoint ce que vous faisiez avec Nomad Éducation, mais finalement complètement amplifié par l'IA. Exactement. D'ailleurs, il y a les deux. Il y a Nomad IA à côté Nomad Prof. Donc, et ça arrive, si l'élève n'a pas un très bon professeur, il va pouvoir aussi confronter ce qu'il obtient avec le programme officiel pour pouvoir aller plus loin. C'est vraiment dans le sens de l'égalité des chances et des parcours. Alors, quand il prend la photo, c'est instantané, pardon, c'est assez rapide finalement la génération de tout ce qui est quiz. C'est moins d'une minute, voilà. Et il peut prendre une photo, il peut écrire. Donne-moi un programme sur les guerres de Vendée, scanner son PDF, voilà, il y a plein de choses et bientôt il pourra utiliser sa voix. Et alors pour revenir sur l'aspect pratique, est-ce qu'on est plutôt là sur une application web, est-ce qu'on est sur une application mobile? Comment est-ce que ça s'utilise? Alors il y a un site web, parce que c'est vrai que sur les programmes vraiment profonds, c'est important d'avoir de la place pour lire, etc. Et puis pour les parents aussi, mais c'est une app mobile, c'est l'école au bout des doigts, la réussite dans la poche, sans nécessité de connexion Internet, pour permettre à chaque élève de réviser où il veut, quand il veut. Et alors en même temps, j'ai envie de vous dire, puisque vous parlez d'écran, il y a beaucoup de parents qui s'inquiètent bien évidemment de l'utilisation des écrans, de l'utilisation des IA aussi. Qu'est-ce que vous leur répondez de ce côté-là? Je leur réponds que je suis maman et que ça ne veut pas rien dire, de Valentine qui a 17 ans et qui est en terminale, et que ce sujet, le téléphone a déjà volé par la fenêtre. Il a mal supporté. Donc je pense que nous, on veut un temps d'écran intelligent. J'aime bien les années 80, où j'ai vécu, mais aujourd'hui, on n'est plus là. C'est pas moi qui ai décidé que le smartphone serait partout. Il faut être vigilant, mettre du temps d'écran, du réglage parental. Mais il faut aussi faire rentrer dans le téléphone des choses intelligentes, et plus on l'ouvrira, moins les gens seront dessus, parce qu'il y a un côté, plus on interdit, plus on a envie. C'est ça aussi notre jeunesse. Donc nous, aujourd'hui, c'est apprendre à s'en servir, mettre des programmes qui construisent l'enfant et qui vont aussi lui développer son esprit critique. Alors je crois que, vous l'avez expliqué, on peut aussi importer des PDF plutôt que de prendre une photo de son cours ou taper même un sujet directement sur un chat. Tout à fait. Alors est-ce que vous avez déjà peut-être des retours sur les usages les plus fréquents ou pas encore? Alors on a déjà beaucoup de retours sur le fait que c'est juste, que ça fonctionne bien, c'est validé par les professeurs, donc c'est important. Et on a aussi des retours des élèves qui nous disent que, enfin, vous êtes tous conscients qu'un professeur, le meilleur soit-il, il ne peut pas différencier les parcours. Parfois, on rentre à la maison, on est perdu, on n'a pas bien compris. Donc les élèves nous disent, pour ceux qui s'ennuient, qu'ils peuvent aller plus loin. Et pour ceux qui vont décrocher, et c'est un sujet en France puisque ça s'accélère, le décrochage scolaire, et on va en parler, qui vont pouvoir rattraper les autres. Et ça, c'est hyper important. On a le droit, chez soi, de pouvoir prendre le temps de se reconstruire et de reprendre confiance. Alors, vous l'avez rapidement évoqué, mais ces fonctionnalités, finalement, c'est des fonctionnalités qu'on va pouvoir retrouver sur des intelligences artificielles classiques comme ChatGPT, pour ne pas le citer. Alors, avec un bon prompt, aujourd'hui, on peut obtenir des résultats assez satisfaisants. Alors, comment convaincre les élèves ou les familles de vous faire confiance à vous spécifiquement? On est justement le tiers de confiance. C'est-à-dire que nous, on n'a rien contre ChatGPT, honnêtement, progresse. Alors les gens vont dire c'est nul, c'est pas vrai. Les résultats sont de plus en plus probants, il faut être honnête, et un bon prompt, vous l'avez très bien dit, fait un bon résultat. En revanche, nous, c'est important de le mettre dans un parcours. Sur ChatGPT, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais pour vos vacances, pour n'importe quoi, on est très vite embarqué très très loin. Et un jeune qui n'est pas structuré, au bout d'une heure et demie, il n'aura toujours pas réalisé son sujet. Nous, non seulement on va cadrer, mais en plus on va l'enregistrer dans son programme. Donc ça, il va pouvoir le reconsulter n'importe quand, on va pouvoir le coacher, le lier à l'évaluation en cours, le lier aux autres matières. Donc on est vraiment dans l'esprit de coaching et de construire et pas de partir dans tous les sens, etc. C'est une vraie différence, et les parents qui sont encore plus frileux que moi nous font en plus confiance parce qu'ils voient que c'est excessivement rassurant. Alors vous le disiez, vous avez 400 professeurs associés. Concrètement, comment ça se traduit, et surtout au niveau des contenus, est-ce que ça veut dire qu'ils sont mis à jour aussi chaque année? Parce que c'est aussi ça l'intérêt, peut-être par rapport à des IA publiques, c'est que vous, puisque vous vous calez sur les programmes, a priori, vous mettez tout ça à jour aussi. Tout est à jour. Vous savez, le numérique, ça va très vite. Une note et tout est foutu. Vous avez 1 sur 5. Le CNED disait récemment que nos parcours sont complètement mis à jour. 14 juillet, chez Nomad Éducation, quelle que soit la réforme, si le CAP chaudronnerie change, si le bac pro arrive, si le bac sport sort, tous les programmes de licence staff, ces droits sont actualisés. Et ça, c'est aussi l'avantage par rapport aux éditeurs classiques du numérique. On va excessivement vite.
Alors, on ne peut jamais se prémunir néanmoins des biais et aussi des hallucinations qui font partie aujourd'hui des outils d'intelligence artificielle. Comment vous assurez de votre côté qu'il y en ait le moins possible, voire peut-être pas du tout? Alors là, c'est vraiment la confrontation avec les contenus. On a 150 000 contenus existants déjà dans l'application. On confronte, donc le risque d'hallucination est très faible. Il y a des choses auxquelles on pourra peut-être ne pas répondre. Donc on va l'assumer, on va dire, d'ailleurs tu es là pour réviser, parce qu'on peut aussi taper n'importe quoi, mais objectivement le biais est très faible, ce qui n'est pas vrai sur ChatGPT. Et éventuellement dans le cas où il y aurait une erreur qui remonterait, est-ce que les élèves ont justement la possibilité de signaler un contenu incohérent? Bien sûr, et c'est important ce que vous dites, on a recruté des gens aussi en interne pour être ultra réactifs là-dessus, ça arrive, les erreurs arrivent et pour pouvoir les corriger excessivement rapidement. Bon, et puis l'intérêt de l'IA, on le sait tout de même, c'est quand même l'ultra-personnalisation. Alors de votre côté, à quel point le parcours s'adapte pour chaque élève? Alors, on a parlé de la première partie qui est de personnaliser par rapport à l'élève, mais il faut parler de la remise à niveau. On a gagné 2 grands prix IA Deep Tech de la BPI. On est French Tech 2030 aux côtés de Mistral AI et on va détecter chez l'enfant, en fonction de ses quiz, quels sont les prérequis qu'il n'a pas. Ma fille, elle a oublié que 2 fractions, pour les additionner, il faut qu'elles aient le même dénominateur. Ça peut arriver, on le voit en CM2, on oublie. Donc là, on est vraiment sur de l'IA de recommandation et non pas générative. Donc c'est de l'IA de parcours qui ramène sur des prérequis, l'histoire du certificat d'études de mes parents qui sont arrêtés là et qui ont très bien réussi leur vie, ces prérequis solides qu'on oublie souvent pour remettre l'enfant au niveau et qui repartent sur des bases solides. Alors forcément, quand on parle de parcours personnalisé, on se dit forcément données, et qui dit données dit sécurité. Alors quelles données sont collectées justement pour personnaliser les parcours et comment sont-elles sécurisées? Alors question très importante, d'ailleurs je tiens à dire que nous étions hébergés nos données chez Google en Belgique, ce qui était tout à fait en loi, mais que nous passons sur Thales. Voilà la solution de souveraineté nationale que nous avons choisie aujourd'hui, solide, que toutes nos données sont anonymisées, qu'elles sont les contrôles CNIL, on en a eu 3 dans le cadre de la RGPD, et c'est tout à fait normal parce qu'on s'adresse à la jeunesse, même des élèves de primaire, etc. Donc on fait vraiment en sorte que les données ne fuitent pas, etc. Et là-dessus, il y a quand même un contrôle très strict, notamment dans notre entreprise, qui permet cela. Alors vous parlez des primaires, justement, à qui s'adresse Nomadia, jusqu'à quel niveau? Alors là, on va vraiment... Alors, Nomadia s'adresse aux primaires et la très grande campagne d'affichage dans toutes nos facs, où on avait un défaut, c'est que dans la fac, chaque fac fait son programme. Donc le programme de nos profs, même s'ils mettaient les bases, ne s'adressait pas à chaque élève. Aujourd'hui, avec les flashcards, en fac de droit, de passe, où il y a beaucoup à apprendre, etc., on est en train de cartonner dans nos universités. Donc nos maths, c'est jusqu'à la licence, mais on prépare aussi au TOEIC, au TOEFL, au concours école de commerce, d'ingénieur. C'est vraiment rassembler tous les talents de notre société dans nos bacs professionnels. Je me permets d'en parler, parce que demain, les métiers de la main vont vraiment apprendre de la valeur, tous les amener à réussir et à faire une France souveraine et riche de ses talents. Bon, allez, on va continuer à parler de Nomadia et IA, D'abord, prenons une petite pause et pour ce faire, allons du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet, c'est l'œil de Dylan Kohler.
Et nous voilà de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de mon invitée Caroline Métro-Feujas, fondatrice et CEO de Nomade Éducation. On va continuer à parler de cette entreprise en seconde partie du talk, mais d'abord place à la chronique d'Etanit Belaïch qui a une idée derrière la tech. Vous connaissez les véganes qui s'abstiennent de consommer des produits d'origine animale. Eh bien, un nouveau type de véganisme arrive avec les véganes de l'IA, Etanit, qui refusent d'utiliser l'intelligence artificielle. Et je vous propose de revenir sur l'origine de cette expression végane de l'IA. Elle a vu le jour fin juillet grâce à David Joyner, le directeur exécutif de l'enseignement en ligne du Georgia Institute of Technology aux États-Unis. Et ce que David Joyner explique, c'est que les véganes de l'IA, ce sont celles et ceux qui s'abstiennent d'utiliser l'intelligence artificielle de la même manière que les véganes traditionnels renoncent au cuir, au lait, à la viande, à tout ce qui serait d'origine animale. Quoi qu'il en soit, ce mouvement est en train de prendre de l'ampleur puisque 73 000 personnes font déjà partie de la communauté anti-IA sur le réseau social Reddit. Et alors, quelles sont les raisons invoquées par ces internautes anti-IA pour justifier leur véganisme 2.0, décidément? Eh bien, la première raison invoquée, elle est liée à la propriété intellectuelle. Ces internautes sont effectivement nombreux à ne pas supporter que les différents programmes d'intelligence artificielle puissent avoir été entraînés, et ils le sont d'ailleurs toujours sur à peu près tout Internet, ce qui inclut notamment des contenus artistiques. Et l'exploitation par OpenAI du travail du studio Ghibli a d'ailleurs beaucoup fait réagir en début d'année. Oui, rappelez-vous, c'était en mars dernier. Tout le monde s'était alors mis à demander au robot conversationnel de l'entreprise, j'ai nommé ChatGPT, de reproduire sa photo de profil avec le style du célèbre studio d'animation japonais derrière les classiques que sont Le Voyage de Chihiro et Princesse Mononoke. Ça avait notamment été le cas du patron d'OpenAI, Sam Altman, ou encore de l'ancien Premier ministre, rappelez-vous, Gabriel Attal. On le voit ici au dernier salon de l'agriculture. Les poids lourds de l'industrie du divertissement japonais avaient alors publié une lettre ouverte appelant les géants de l'IA à arrêter d'utiliser leurs œuvres protégées par le droit d'auteur. Et autre motivation invoquée par les véganes de l'IA, les impacts environnementaux, bien sûr, de cette technologie. Une étude de l'université de Cornell qui a fait couler beaucoup d'encre depuis sa publication en 2023 le rappelle, derrière GPT-3, il y a aussi de l'eau. Pour générer 10 à 50 réponses, il faut environ un demi-litre pompé dans les rivières, les lacs, les nappes phréatiques, sachant qu'une partie de la planète n'a même pas accès à cette ressource vitale et qu'elle se tarit avec le réchauffement climatique. Et je ne vous parle évidemment même pas des derniers modèles du chatbot. Et ça, c'est sans compter, bien évidemment, les conditions dans lesquelles les robots conversationnels sont entraînés. Oui, grâce à ceux qu'on appelle les travailleurs de l'ombre, ces annotateurs de données qui sont basés au Kenya ou en Colombie et qui passent leur journée à regarder des cadavres, à zoomer sur les plaies et à les annoter pour que l'intelligence artificielle puisse les reconnaître, le tout comme contre quelques centimes pour chaque identification, et pour qu'ils puissent s'y retrouver, vous imaginez bien qu'ils n'identifient pas que 3 ou 4 images par jour. Pour résumer, pour les véganes de l'IA, l'intelligence artificielle n'est pas par nature éthique. Raison pour laquelle d'ailleurs les plus radicaux d'entre eux vont jusqu'à plaider pour que l'intelligence artificielle générative soit strictement encadrée et même interdite aux mineurs, comme plusieurs pays qui poussent pour que les réseaux sociaux leur soient interdits aux mineurs de moins de 16 ans en tout cas. C'est notamment le cas de l'Australie où cette mesure doit entrer en vigueur dans les prochains jours. Alors est-ce qu'il faut devenir nous aussi véganes de l'IA? Pas forcément, Etanit, mais au minimum cela nous rappelle une chose, derrière chaque clic il y a des choix éthiques, humains et environnementaux. Merci beaucoup Etanit pour cette chronique. Et puis bien évidemment la transition est toute trouvée puisqu'on va continuer à parler d'IA, mais pas végane cette fois-ci, a priori c'est dans la seconde partie du talk. Toujours avec mon invitée Caroline Métro-Feujas, fondatrice et CEO de Nomade Éducation, avec qui on a vu comment fonctionnait justement votre outil d'intelligence artificielle qui aide les élèves à réviser. Alors, les élèves voient souvent l'IA comme un outil, un raccourci pour pouvoir réviser ou pour pouvoir trouver des réponses. Alors, comment est-ce que vous garantissez, vous, que ça soit un outil d'apprentissage et non pas de facilité? Alors, je ferai déjà une transition parce que ça me paraît important sur l'IA. C'est fantastique, mais je ne sais pas comment ils font parce qu'elle est dans tout.
Voilà, je pose juste cette question et ça ne veut pas dire que j'entends pas tout ce que vous dites. Il y a plein de choses avec lesquelles je suis d'accord, mais ils ne doivent pas avoir de GPS ou de salle de sport. Enfin voilà, donc il faut quand même remettre les choses à leur place. Et moi, n'ayant pas toutes les décisions entre mes mains, j'essaye d'en faire quelque chose qui soit dans l'égalité des chances. Alors vous avez, je vais prendre encore l'exemple de mes enfants parce que je pense que c'est là où on est le plus sincère et le plus authentique. Je leur dis qu'ils peuvent faire des choses avec l'IA, mais pour moi, le talent de demain, il va venir d'ailleurs. Et c'est pour ça que je crois à fond à l'école, assez peu au e-learning, au tout e-learning. Il va venir de ce qu'on est en train de faire. 3 femmes qui parlent de générations autour d'un plateau de sujets où c'est votre cerveau, le mien, qui interagit. Donc je crois énormément à ça. Moi, ils sont rugbyman et rugby girl tous les deux. Je crois au terrain, je crois au théâtre. Donc je pense qu'il y a les deux. En revanche, notre école aujourd'hui ne fonctionne pas. Elle ne crée plus les talents comme elle l'a fait et elle n'aide plus les classes les plus faibles à réussir et l'ascenseur social est en panne. Donc c'est un constat, donc loin des blabla, des grandes paroles et des notions, moi j'estime qu'aujourd'hui, je dis aux enfants, utilisez les arts, surtout pas pour corriger vos devoirs ou les faire à votre place, enfin les corriger pourquoi pas, parce que certains professeurs ne corrigent pas, ne pas les faire à votre place, développez votre esprit critique, cultivez-vous, ayez des soft skills, même si je n'aime pas ce mot, parce que pour moi le plus beau pays des soft skills c'est la France, donc il faudrait quand même qu'on trouve un mot français. Mais objectivement, je ne crois pas tellement à ce débat parce que les enfants sont intelligents. Si on leur parle, on a tous été feignants. Moi aussi, j'allais sur Google parfois. Alors moi, Google, j'ai une bêtise, ça n'existait pas. Mais ma fille l'a fait avant l'IA. On a appris les mémoires. Moi, je prenais les mémoires des bibliothèques et je les copiais. Donc, redescendons, voyons les risques de l'IA, il y en a plein. Disons à nos enfants que quand ils seront face à face à un entretien d'embauche, ils peuvent s'aider pour leurs lettres, ils peuvent corriger leur faute d'orthographe, mais il y aura une personne face à une personne, une rencontre de l'humain vers l'humain. Donc, il y a les deux. Utilisons l'IA pour ce qu'il peut en faire. Redorons le rôle du professeur, qui est cette main tendue, ce regard, ce pédagogue qui change des vies parce qu'il donne confiance. Voilà. Mais pas d'opposition, construisons autour des deux. Et Tanit ? Et vous parliez il y a quelques instants du cerveau. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'avec l'intelligence artificielle dont on parle depuis le début de l'émission, les capacités de réflexion et même de mémorisation soient amoindries ? Il y a de plus en plus d'études, notamment aux États-Unis, qui sont menées sur cette question et qui prouvent que c'est potentiellement le cas. Je pense qu'il n'y a même pas de doute sur le fait, c'est comme scroller. Voilà, si vous passez votre journée, moi, vous, le plus bête ou le plus intelligent des hommes sur TikTok, on devient bête, notre cerveau est amoindri et surtout on est mis dans des tuyaux de pensée qui ne sont pas les nôtres. Donc c'est pour ça qu'à côté du numérique, moi je prône la vraie vie. Mais ça, c'est pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on doit être dehors. Je prône les bars, je le redis, les terrains de sport, l'échange, l'interaction, parce que ça doit revenir dans nos foyers, le jeu de société, ça doit revenir dans nos rencontres, ça doit revenir dans nos entreprises. C'est pour ça que moi, je suis pas une fille de télétravail. Je suis pour cette rencontre de l'autre qui est loin de ce qui est en train, c'est vrai, de nous annihiler dans nos pensées. Voilà, il faut s'opposer sur tous les terrains de sport, du bureau, politique, etc. Donc, je vous rejoins là-dessus. Mais ça n'empêche pas qu'il y a une utilité forte, mais il faut équilibrer les deux. Temps d'écran, temps de vie réelle, c'est capital. Alors là, on s'interroge bien évidemment sur les dangers que peuvent porter l'IA, mais on a aussi quand même quelques aspects positifs. Et je pense notamment au fait que j'imagine que votre outil répond à des problématiques de décrochage scolaire. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Et aussi peut-être pour des élèves touchés par des troubles de l'apprentissage. Oui, tout à fait. Alors, les troubles de l'apprentissage, il y a plein de sujets autour de tout ça. Déjà, nous, on s'adresse à tous. Il y a des élèves, les bacs pro, les CAP, ils sont moins à l'aise avec les livres. C'est un constat, peut-être que ça reviendra. On fait quoi ? On se dit qu'il faut absolument qu'ils lisent, ou on les remet à l'école, on en fait nos talents de demain. Les 10, le numérique apporte énormément sur justement l'interactivité, etc. La phobie scolaire. On parle que de ça. J'ai fait un post ce matin LinkedIn. Vous vous rendez pas compte, on ne parle plus de l'école. Lire, écrire, compter. On ne pense plus que harcèlement, uniforme, smartphone, IA. Donc il est temps qu'on parle du sujet de fond. Nous, on est là pour ça. Redonner le plaisir. Moi, l'école, c'était le bonheur. C'était le copain, les cours de récréation, les billes, le saut à l'élastique. Alors oui, ça date. Mais il faut qu'on retrouve tout ça. L'école, c'est ça, c'est le terrain. Et en dehors de ça, à la maison, on a le droit d'avoir une solution de soutien numérique qui peut être la nôtre ou celle des autres. Même les professeurs pourraient être aidés à tester les élèves. Ils peuvent pour voir où ils en sont et être un meilleur pédagogue au quotidien. Donc moi, je crois que le mélange des deux, c'est le futur. Et je finirai aussi pour dire que l'IA, il faut en parler aussi dans les sciences, dans la médecine. Vous parliez de l'eau tout à l'heure à juste titre, mais il y a aussi des gens très humanistes qui disent que ça va aider sur des sujets en Afrique, etc. Donc il ne faut pas être d'un côté ou de l'autre, comme on le fait partout, en se clivant les uns les autres. Il y a des bonnes choses, il y a des très mauvaises choses. Essayons de tirer. Nous, on veut le meilleur des deux mondes.
entre professeurs et IA. Alors, pour revenir sur la problématique du décrochage scolaire, comment est-ce que vous accompagnez ces élèves justement avec Nomade IA? Il y a un côté gamification, j'ai l'impression déjà un petit peu avec Vous savez, les la quiz. scolarisation, elle vient souvent du fait qu'on ne prend plus de plaisir et qu'on se sent nul. Donc on décroche, puis on se dit, soit je vais mieux gagner ma vie dans mon banlieue en faisant n'importe quoi, soit en ruralité, je vais arrêter parce que je ne me sens pas à la hauteur. Et le plaisir d'apprendre, quand on fait un mélange de Duolingo, qu'on prend les codes des jeux vidéo, être récompensé, aujourd'hui cette génération est comme ça, être engagé dans son parcours comme le fait Strava, quand moi je veux faire un semi-marathon alors que je n'ai pas envie de me lever pour aller courir, ça fait de moi une bien meilleure sportive que ce que je suis en réalité parce que ça me coach. Un enfant qui est moins scolaire que d'autres, et on voit des enfants réussir par des voies différentes, ça va l'engager, ça va lui envoyer comme le fait Strava avec ses coups d'eau, des flammes pour lui dire que oui, ce qu'il fait, c'est bien. Et même s'il est reparti en 6e alors qu'il est en 3e, qu'est-ce que ça peut faire? On ne va pas lui dire, il est en train de grandir et d'apprendre tous les jours. Le redoublement avait du bon. On a oublié de le dire parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est échec en France, c'est complètement... Oui, on a du mal avec l'échec. Voilà, on a le droit de repartir en arrière. Moi, tous les jours, je dis à mes salariés, à 53 ans, c'est dingue tout ce que je ne sais pas. On est tous pareils. En finance, et puis tout ce qu'on oublie. Tout ce qu'on oublie. L'a dit tout à l'heure. Exactement. Donc, c'est bien de se remettre en niveau et c'est bien de se sentir en progrès, en confiance. C'est ça, un coach. Bon. Et aussi, le côté coaching avec le numérique, ça veut dire forcément aussi peut-être plus accessible économiquement que d'avoir, par exemple, un professeur particulier, alors Nomade IA. Et alors on ne s'oppose pas du tout, je dis souvent, même à Academia, au cours de professeur particulier, pas du tout, parce qu'un prof, c'est une personne. Par contre, c'est vrai que Nomade IA, tout le programme de Nomade, les concours commerce, etc., tout le programme numérique, ce qu'il n'y a pas du tout que Nomade IA, nos profs, c'est 159 € par an pour 5 personnes. C'est hyper accessible, il faut donner cet accès, on se bat pour un pass éducation, comme il y a un pass culture ou un pass sport, c'est important qu'il y ait une solution de soutien scolaire numérique accessible à toutes les familles. Et là, vous êtes côté famille, mais est-ce que vous envisagez peut-être aussi d'avoir des partenariats avec des écoles pour pouvoir proposer des packages, peut-être? Oui, j'ai essayé, mais je suis une entrepreneure dans un pays où c'est pas tous les jours facile. J'ai envie de travailler avec l'éducation nationale. J'ai répondu à beaucoup d'appels à projets, mais je crois à l'efficacité, à l'impact. On a eu 7 ministres de l'éducation. Le temps que ma fille finisse son lycée, elle n'a toujours pas fini. Donc, il y en a peut-être un 8e d'ailleurs. Donc, moi, je ne vais pas sur ces rythmes-là. Moi, aujourd'hui, 10 millions d'élèves accompagnés, 2,8 millions l'année dernière. Quand l'école va me regarder, ils ne me rencontrent même pas, les ministres, alors qu'on accompagne un terminal sur 2 en France, un élève de 3e sur 2 en France, sans aucun frais pour le contribuable à date, puisque le gros de la solution est gratuite. Donc j'ai envie d'aller dans l'école, mais j'espère que l'école va venir à moi, parce que j'ai essayé et qu'aujourd'hui, dans un pays où on oppose privé et public, en oubliant l'intérêt de l'élève, voilà, j'avance. Bon, on espère que le message passe aujourd'hui. Côté évolution, comment est-ce qu'on vérifie ça sur l'application? Est-ce que les parents ont accès? Comment se passe l'évaluation finalement? Alors, ce qu'on ne veut pas faire, c'est qu'on ne veut pas que les parents deviennent le énième contrôleur de l'enfant. Moi, je l'ai fait, j'étais stressée, mes parents n'avaient pas fait beaucoup d'études, donc j'ai mis un peu de pression et parfois je le regrette, même si ça va à la maison. Donc, ça reste l'outil de l'élève. Donc, on veut que le parent soit l'accompagnant bienveillant, mais c'est quand même ce qu'on veut, c'est qu'on reparle à nos jeunes. En fait, on croit en la jeunesse. C'est notre plus belle promesse pour l'avenir. Donc, ça reste l'outil de l'enfant. Et si l'enfant décide, et ils le font beaucoup, de dire « Regarde, j'ai eu 15 à squeeze », qui partagent leurs résultats, ils le font de plus en plus souvent. Mais on n'est pas dans un contrôle supplémentaire à côté de l'école, on est dans le plaisir d'apprendre et la confiance en soi. Bon, là, je reviens un petit peu en arrière, je rétropédale, mais le nouveau problème quand même de cette décennie, et en même temps, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, avant, on avait Google, on avait les smartphones, Voilà. Comment est-ce que l'on gère les risques d'usage détourné de votre application, notamment, je pense à la triche. C'est le grand problème de cette décennie, oui, mais tricher avec l'IA. En fait, véritablement, moi, je pense qu'il faut pas faire de devoirs maison, déjà. On peut faire des réflexions. Enfin, les devoirs maison, c'est une catastrophe. Parfois, moi, j'avais 17 ans. C'était moi qui avais 17 et pas ma fille, parce qu'elle était à la ramasse entre ces trucs. Et combien de mamans, plus que de papa, parfois, on fait des devoirs à la place. Là, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet. Quand vous êtes face à votre copie, honnêtement, dans une classe, si c'est contrôlé, c'est vous qui parlez, etc. Et nous, c'est ça qu'on leur dit. On leur dit aujourd'hui, tu peux tricher, hein. Mais objectivement, quand tu vas te retrouver face à ta copie seule ou le jour du bac, il n'y aura personne à ta place. Et malgré tout, on est en train de réfléchir. On n'a pas été sur la corrigée de l'exercice parce qu'on ne trouve pas le truc qu'ils ne vont pas le faire à la place. Donc ça, on ne l'a pas encore fait. Quand on fait des quiz et qu'ils les font, ils apprennent. Quand on fait des flashcards, quand on fait une fiche essentielle, on ne la prend pas à leur place. Donc pour l'instant, on n'est pas dans ce sujet. Mais on a envie d'aller sur le sujet de la correction des devoirs. Parce que c'est vrai que parfois, on fait plein d'exercices. On ne voit pas exactement là où on a péché. On n'a même pas compris quand on corrige une copie où on a eu 4. On
on y réfléchit parce que la solution n'est pas évidente. Bon, eh bien, écoutez, on n'en est qu'au début finalement de l'intelligence artificielle, donc je ne doute pas qu'on vous reverra sur ce plateau prochainement pour en discuter. Merci beaucoup Caroline Métro-Fegès d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes fondatrice et CEO de Nomade Éducation. Merci aussi beaucoup à Etanit Belaïch d'avoir été avec nous. Merci aussi aux équipes en régie et à Édouard Deniau d'avoir produit cette émission, mais surtout merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain à 12h30 sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.